une tétée qui était tout à fait normale. À l'ECG, on avait un bloc auriculoventriculaire 3e degré avec un enjeu du QT. Et puis, on avait demandé des anticorps antinucléaires qui sont revenus positifs, surtout les anti-SSA. Et le diagnostic de lupus a été retenu. La maman, elle a été alors adressée en médecine interne de prise en charge. Donc, c'est une maman chez qui on a fait le diagnostic via le tableau du bébé. Donc, les maladies auto-immunes, en fait, c'est un résultat des dysfonctionnements du système immunitaire qui conduit, se détenir, à s'attaquer aux transfusions de l'organisme. Ça va toucher surtout la femme jeune comme de profil, et donc la prise en charge devrait être multidisciplinaire. Donc, elle est variable, cette évolution, selon le type de la maladie. Il y a des maladies qui vont avoir tendance à s'améliorer, il y en a d'autres qui vont s'aggraver. Mais l'idéal, c'est d'avoir une stabilité de la maladie au moins une année avant, qu'il n'y aurait pas d'atteinte rénale et que le traitement soit adapté avant de concevoir une conception. Donc, le lupus, c'est le plus fréquent en fait. Donc, c'est la maladie qui touche 1 sur 1000 femmes. Donc, il est très polymorphe. Donc, vous avez les critères de lupus, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est surtout pour attirer l'attention sur les anticorps anti-SSA, SSB, qui ne sont pas spécifiques, certes, mais qu'on va trouver plus associés au cas de lupus néonatal avec le bloc auriculoventriculaire congénital. Le risque maternel dans le lupus, c'est surtout voir s'exacerber ce lupus et surtout l'atteinte rénale, mais il y a des complications qui sont liées à la grossesse dans la prééclampsie, le HELP syndrome, qui est cette triade caractéristique de l'hémolyse, cytolyse hépatique et thrombopénie. Des fois, on voit s'aggraver le pronostic rénal. Et puis, il y a des complications qui sont liées au traitement. Donc, je vais insister beaucoup plus sur les corticoïdes. Donc, la prédnisone, elle traverse peu la barrière placentaire, certes, mais si elle est donnée à forte dose, elle pourrait entraîner un risque infectieux chez la maman, une prise de poids, un diabète gestationnel, une HTA. Et surtout, quand elle est donnée à forte dose, à 1 mg kg jour, c'est cette femme, il faut qu'on fasse attention au passage au niveau du lait. Donc, attention à l'allaitement, il faut espacer les tétés parce que les demi-vies sont concernées. Maintenant, il y a la tératogénicité qui est aussi de mise quand on met le méthotrexate et la cyclophosphamide et qu'on voit un peu moins avec l'azatioprine. Le risque fœtal dans le lupus, on a les fausses couches à répétition, on a le risque de mort fœtale in utero, on a le risque de prématurité, surtout avec l'augmentation des césariennes, et puis les retards de croissance intra-utérin. Mais le plus important et le plus grave, c'est surtout les blocs auriculoventriculaires et qu'on devrait guetter avec un diagnostic échographique entre 16 et 24 semaines d'aménorrhée. Les complications fœtales, donc liées au traitement, donc toujours la corticothérapie et ce passage placentaire devrait entraîner un risque d'insuffisance rénale et d'atteinte neurologique, mais par rapport à l'hypoglycémie néonatale, ça reste un sujet de controverse. Donc le lupus néonatal, il est rare, donc 5% des bébés, et on va voir qu'en ajustement, c'est des anticorps anti-SSA, SSB qui vont se voir. Par la suite, donc, il y a cette transmission, donc ça va s'expliquer par la transmission des anticorps dès la 12e semaine et qui serait responsable de ces lésions cutanées qu'on va voir et surtout cardiaques. Et il faut savoir que parfois, on a cette anomalie cardiaque, comme le cas de notre enfant qui a fait découvrir la pathologie maternelle. Donc, on a d'autres lésions qu'on pourrait voir, mais dans le lupus néonatal, le 1/3 vont présenter des blocs auriculoventriculaires congénitaux. Le plus grave, c'est le grade 3. Donc, on devrait le dépister entre 16 et 26 semaines chez les mamans connues lupiques, surtout quand on a une bradycardie fœtale. Et plus ce rythme cardiaque fœtal est lent, plus le risque d'atteinte et surtout d'insuffisance cardiaque est important. Donc, le taux, bien sûr, de mortalité et de morbidité se retrouve élevé. Donc, il y a d'autres anomalies qu'on pourrait voir avec des anomalies cardiaques, la mort fœtale in utero, mais il y a l'atteinte cutanée, mais qui reste transitoire, donc avec un rash cutané qui est typique. On va voir ce rash cutané, mais qui pourrait disparaître de lui-même vers l'âge de 3 à 6 mois, une fois il y a disparition des anticorps maternels. Mais il faudrait éviter l'exposition aux ultraviolets et le traitement, il est rarement nécessaire. Toujours dans le lupus néonatal, donc il faudrait insister sur le dépistage. S'il n'y a pas d'antécédent chez cette maman de bloc auriculoventriculaire antérieur, donc l'échocoeur va se faire juste tous les 15 jours, ce n'est pas hebdomadaire. Quand on a des antécédents de bloc auriculoventriculaire, il faudrait préconiser une ETT par semaine entre 16 et 26 semaines. Il n'y a pas de traitement préventif reconnu, mais si c'est une maman lupique avec des antécédents d'un enfant présentant un bloc auriculoventriculaire, puisque le risque de récidive s'élève à 15%, on propose donc les gynécologues de la prédnisone au début de grossesse et de l'aspirine. Et en cas de bloc, il faut traiter et le traitement va passer de la corticothérapie à carrément l'extraction fœtale selon le tableau.
Donc, le syndrome des antiphospholipides, donc vous savez qu'il y a le syndrome primaire, il y a le syndrome secondaire et surtout qui est associé aux maladies auto-immunes et surtout au lupus. Donc, il y a les critères obstétricaux qu'on va trouver. Donc, c'est une maman qui va faire des fausses couches spontanées plus de 12 semaines, ou alors un accouchement prématuré moins de 36 semaines et qui est surtout dû à une prééclampsie, ou alors des fausses couches spontanées à répétition moins de 12 semaines sans étiologie retrouvée. Donc, les conséquences obstétricales, bien sûr, à part les fausses couches spontanées, il y a la prééclampsie, il y a le HELP syndrome, il y a l'hématome rétroplacentaire, RCU, MFU et des thromboses et bien sûr des vasculopathies. Donc, le traitement dans le syndrome antiphospholipide, donc il va faire appel aux corticoïdes quand c'est une forme secondaire associée à des maladies auto-immunes. Le traitement de référence reste l'aspirine et l'héparine de bas poids moléculaire, mais on a trouvé plus de bénéfices à utiliser l'aspirine seule. Et le taux de grossesse, justement, avec ce traitement, il s'élève à 87%, et surtout quand il y a aussi une prééclampsie associée à un syndrome antiphospholipide. Pour le Guerojograine, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, il y a peu de conséquences obstétricales quand c'est une forme primitive. Quand c'est une forme systémique, c'est-à-dire qui est associée à d'autres maladies auto-immunes, les complications obstétricales vont se voir selon la maladie. Et puis, dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est la seconde connectivité la plus fréquente. Il faut savoir que, bizarrement, pendant la grossesse, elle va s'améliorer avec des poussées qu'on va voir dans le postpartum. Sinon, il n'y a pas de risque particulier par rapport à la grossesse et pour l'enfant. La sclérodermie, là aussi, on va voir si cette femme a fait ce qu'on appelle la crise rénale aiguë sclérodermique et d'où l'importance alors du conseil prégestationnel. Donc, la fréquence des maladies auto-immunes, donc il faut savoir qu'elles sont là, elles ont pratiquement le même risque pour la grossesse. Pour le nouveau-né, pareil, mais à des degrés divers. Avec le lupus, on va se trouver avec le bloc auriculoventriculaire. Donc, il faut s'adapter, bien sûr, avec une prise en charge multidisciplinaire, un conseil préconceptionnel, idéalement. Donc, le lupus prend la tête de ce genre de maladies. Donc, il faudrait qu'il y ait une surveillance bien rigoureuse dans une unité de soins spécialisée. Et bien entendu, une fois on a un risque de bloc auriculoventriculaire, il faudrait que ce soit pris en charge dans un milieu spécialisé. Donc, pour l'hypertension artérielle et grossesse, donc j'ai une vignette clinique et je vais passer rapidement. Donc, c'est un nouveau-né qui nous a été adressé à J1 de vie de Berkane. Donc, détresse respiratoire néonatale sur prématurité, maman âgée de 38 ans, G5P4, antécédent d'un mort-né et de prééclampsie, de groupe O rhésus négatif. Elle était connue hypothyroïdienne sous lévothyrox. Grossesse suivie en secteur libéral qui a été menée à 27 semaines et avant de la faire césariser, elle a reçu une dose de corticoïdes. Elle a été césarisée justement pour AVC ischémique sur sténose de la carotide et prééclampsie. Et c'est une maman qui est décédée juste après en post-op immédiat. Donc après, l'APGAR, il était à 9/10. On avait un liquide teinté. À l'admission, il était hypotonique, hyporéactif, bradycarde à 102. Et puis un Silverman à 3/10. Saturation à l'air ambiant 75%, passé à 93% sous CPAP. Pesant 1,1 kg, pas de malformation. Syndrome alvéolaire interstitiel radio de poumon. On a mis le surfactant, il est passé à 95% de saturation. On l'a mis en condition ration de base. On avait démarré un arrosage intestinal. Donc, la CRP initiale était à 52, PCT à 2,5, PL négatif, ECBU négatif. Néanmoins, on a démarré une antibiothérapie et puis cette CRP est passée à 17, puis 14, 24. Donc, l'hémoglobine était à 7, il a été transfusé avec une thrombopénie à 63 000. Et puis le groupage, il était au plus, sachant que la maman était au moins. Et à J3, il a présenté un ictère, il a été mis sous photothérapie, les sérologies étaient négatives, et vu que la maman était hypothyroïdienne, on a demandé un bilan thyroïdien qui est revenu normal. À J5 de vie, il a présenté un tableau qui simulait une entérocolite nécrosante avec une distension abdominale. On avait arrêté l'alimentation, on a démarré notre traitement, il a été intubé, ventilé. Néanmoins, il est décédé d'une hémorragie alvéolaire malgré les mesures de réanimation. Donc, quelques définitions concernant l'HTA gravidique. Donc là, c'était un tableau typique d'HTA gravidique. Donc, c'est une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure ou une diastolique supérieure à 90 à 2 reprises. La différence avec la prééclampsie, c'est que celle-là, elle survient pendant ou après la 20e semaine. Dans la prééclampsie, elle survient après la 20e semaine avec en plus une protéinurie. Et le HELP syndrome, c'est une prééclampsie grave qui va s'accompagner d'une hémolyse intravasculaire, d'une cytolyse hépatique et d'une thrombopénie. L'éclampsie, c'est la crise où on va voir une convulsion généralisée dans un contexte de prééclampsie. Donc, selon l'OMS, les troubles hypertensifs gravidiques touchent environ une femme enceinte sur 10, donc ce n'est pas rien dans le monde. Au Maroc, donc, une étude qui a été menée au CHU de Rabat, il a montré que 3,69% des grossesses étaient concernées par l'HTA gravidique et on a noté quand même un diagnostic tardif et une mauvaise qualité de suivi des grossesses, ce qui expose bien sûr à une souffrance fœtale chronique.
Donc, selon 2 études qui ont été réalisées au Sénégal, donc les complications qu'on a trouvées suite à la prééclampsie néonatale, donc c'est beaucoup plus la prématurité et le RCU qui viennent en tête de liste. Au Maroc, c'était justement pareil, donc prématurité, hypotrophie. Donc l'hypotrophie et la prématurité, bien sûr, la mort fœtale in utero, la mortalité sont les complications et les risques liés à la prééclampsie. Cet accouchement prématuré pourrait être spontané ou médicalement consenti, soit pour sauvetage maternel, soit pour sauvetage néonatal. On a aussi un risque élevé de MMH et bien sûr détresse respiratoire. Et plus on a des HELP syndromes, des moments qui présentent des HELP syndromes, plus c'est un élément de gravité majeur supplémentaire. Donc, certaines données récentes ont montré qu'on peut avoir aussi des altérations hématologiques fréquentes chez ces bébés de mère hypertendue. Et d'ailleurs, on avait chez notre bébé une thrombocytopénie, donc effectivement, c'est confirmé. Après, il y a aussi des perturbations concernant certains acides aminés qui vont se retrouver plus élevés chez des mamans. Il y en a d'autres qui vont se retrouver plus bas. Donc, la dysthyroïdie maternelle et grossesse. Donc, la dysthyroïdie touche 4% des femmes enceintes et la dysfonction, elle peut résulter de 2 choses. Soit la pathologie maternelle avec passage transplacentaire d'anticorps maternels anti-TSH. S'ils sont bloquants, ça va se voir dans la thyroïdite Hashimoto. Ils sont stimulants, surtout dans la maladie de Basdo. Ou alors, c'est une maman qui reçoit tout simplement un traitement par les antithyroïdiens de synthèse. Donc l'hypothyroïdie, quand elle est maltraitée chez la femme, elle va entraîner des fausses couches. Chez le nouveau-né, un retard de croissance intra-utérin. On aura plus de risques de MFAU et une altération du développement intellectuel. Donc la conduite à tenir, on a une femme qui présente une thyroïdite Hashimoto. Il faudrait préconiser justement un prélèvement sur papier buvard à J3 de vie, un dépistage. Et si ce TSH est élevé, il s'agit d'une hypothyroïdie qui serait transitoire. Et donc on va la traiter comme étant une hypothyroïdie congénitale avec bien sûr de la lévothyroxine pendant en moyenne 3 mois. Pour l'hyperthyroïdie, c'est un peu plus compliqué parce que pour la maman, il y a le risque de fausse couche, d'HTA et d'accouchement prématuré. Pour le nouveau-né, on a le faible poids de naissance, l'accélération du rythme, donc la tachycardie, qui pourrait aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Et donc, c'est des bébés qui peuvent faire aussi un goitre. Donc, il faudrait quand même guetter en faisant des échographies anténatales, en les suivant de près parce que ça pourrait être source de prématurité. Donc, le traitement de la mère, il est possible justement parce que toutes les autres thérapeutiques sont toxiques, mais il faudrait choisir un produit, c'est le PTE, le propylthiouracil. Donc justement, dans cette conduite à tenir, vous avez une maman avec une hyperthyroïdie active, base d'eau, ou alors une hyperthyroïdie guérie. Il faut rechercher ces anticorps antirécepteurs à TSH chez la maman, que ce soit au 2e ou 3e trimestre de grossesse. S'ils sont négatifs, on est à l'aise, donc on va faire un suivi habituel de ce bébé. Maintenant, on va faire les TRAB dès que possible. Donc on a dit normalement avec un bon examen clinique, s'ils sont négatifs, le suivi habituel. Mais si on a des signes cliniques d'hyperthyroïdie sévère, on va faire le dosage de T4, T3, TSH et on va proposer un traitement carrément par le carbimazole. Et il y a des signes, bien sûr, à rechercher chez ces bébés au niveau des suites de couches. Et bien sûr, en maternité, J8 et J30, il faudrait voir si c'est des bébés qui vont présenter une diarrhée, des vomissements, une agitation, une hyperexcitabilité. Donc, c'est presque les mêmes tableaux qu'on va voir chez l'adulte, mais avec des bébés qui sont voraces, qui ont un appétit conservé, mais qui n'arrivent pas à prendre du poids correctement. Il y a le risque d'insuffisance cardiaque qu'on pourrait voir dans presque le 1/4 des cas. Et donc, il faudrait savoir penser à doser T4, TSH, J3 et J30. Donc là, on a les TRAB qui ont été faits dès que possible. Donc la clinique d'hyperthyroïdie, donc on traite et bien sûr on demande le bilan. Ils sont négatifs, c'est un bébé normal. Mais maintenant, on a des TRAB qui sont positifs chez le nouveau-né aussi. Là, il faudrait mesurer le T4, T3, TSH, J3, J5 et puis entre J10 et J14. Après, on verra. S'il y a des signes cliniques d'hyperthyroïdie, là aussi, il faut proposer le traitement par le carbimazole, c'est-à-dire le freiner. Et puis, des fois, des bêta-bloquants, surtout quand on a une tachycardie quand même assez importante. Quand on a un bilan hormonal qui est tout à fait normal, on va les suivre jusqu'à négativation de ces TRAB. Par contre, quand on a une TSH élevée, on va traiter comme étant une hypothyroïdie congénitale. Et quand on a des résultats limites, là, il faut les suivre justement jusqu'à négativation de ces TRAB. Donc là, en matière de thyrotoxicose, on va proposer le carbimazole à raison d'1 mg par kilo en 3 prises, plus ou moins des bêta-bloquants, 1 à 2 mg kilo jour en 3 fois, si la fréquence cardiaque elle dépasse 140 battements par minute. Donc pour l'allaitement, on se pose la question, est-ce qu'on va allaiter ou pas? Les points communs entre l'hypo et l'hyperthyroïdie, il n'y a pas de problème de synthèse de lait en fait, parce que la sécrétion de prolactine reste pareille. Par contre, le principal problème qui se pose, c'est surtout la sécrétion d'ocytocine qui est basse, et donc il y a un problème d'éjection de lait chez ces mamans-là. Quand c'est une maman qui est hypothyroïdienne, il n'y a aucune
contre-indication à allaiter. Par contre, quand elle est hyperthyroïdienne, donc l'allaitement est généralement déconseillé quand on donne les autres antithyroïdiennes de synthèse. Si elle veut allaiter, il faut donner le PTU à faible dose. Il faut savoir que c'est un produit qu'on ramène de l'étranger qui n'existe pas au Maroc. Donc l'amélioration du pronostic néonatal, de la prééclampsie et de la dysthyroïdie repose sur le dépistage, le suivi de grossesse, la prise en charge thérapeutique et bien sûr la prise en charge pluridisciplinaire. Donc, en dernier, il y a le diabète et grossesse. Donc, la prévalence, elle est très importante, 3 à 5% de grossesse avec une tendance franche à l'augmentation. 80% sont des femmes qui présentent un diabète gestationnel. C'est quoi? Donc, c'est un diabète qui va survenir suite soit à une insulinorésistance connue importante pendant la grossesse ou alors un diabète type 2 qui est jusque-là non étiqueté, non dépisté avant la grossesse. La maladie le diabète type 1, c'est une maladie qui est tératogène et donc il faudrait que cette femme programme sa conception, il faudrait que son hémoglobine glyquée ne dépasse pas les 7% pour éviter les malformations. Bien sûr, pensez à intensifier les prises, pensez même à mettre une pompe à insuline et le suivi, bien sûr, tous les 15 jours à partir de 26 semaines d'aménorrhée. Il y a une stratégie de dépistage qui a été élaborée et normalement, même au niveau du ministère de la Santé, donc le dépistage est ciblé pour les patientes à risque. Donc, il y a des patientes à risque pour qui le dépistage devrait être systématique. Et une fois, on aura une seule glycémie à jeun au premier trimestre, ce qui est supérieur à 0,92, le diagnostic est déjà posé. Or, on retrouve encore des femmes avec des chiffres très élevés et qui n'ont jamais été étiquetées diabétiques. Et si vous avez une glycémie normale et que ces femmes font partie de cette marge de femmes, des patientes à risque, il faudrait proposer ce qu'on appelle le test OMS entre 24 et 28 semaines. Et donc, il suffit d'avoir un seul chiffre pathologique, ça va signer le diagnostic du diabète gestationnel. Donc, un petit mot sur les conséquences du diabète, en passant par la physiopathe pour un peu expliquer les choses. Donc, on a une hyperglycémie maternelle. L'hémoglobine glyquée va être augmentée, donc elle va être source d'hypoxie fœtale et de ce fait, on aura un RCU, une mort fœtale in utero. Quand on a une hyperglycémie fœtale suite à l'hyperglycémie maternelle, ça va entraîner un hyperinsulinisme, qui est l'insuline qui est une hormone anabolisante, et donc on aura une cardiomyopathie, une macrosomie et voire un retard de maturation pulmonaire. Et cette hyperglycémie maternelle va entraîner aussi une augmentation des corps cétoniques, et donc ça va être source de malformation. Chez le fœtus et le nouveau-né, les complications sont importantes. Quand c'est un diabète type 2, on aura plus de macrosomie avec toutes les complications qui en découlent, surtout les paralysies du plexus brachial, les fractures de clavicule et du mérus. Puis bien sûr, les complications métaboliques que nous connaissons tous, l'hypoglycémie, l'hypocalcémie, l'hyperbilirubinémie et les malformations. Il faut savoir que les malformations cardiaques se voient 5 fois plus chez les bébés de mère diabétique. Elles se constituent très tôt dans la vie, avant la 7e semaine de gestation. Les malformations squelettiques, surtout le syndrome de régression caudale, oui, avec une hypoplasie fémorale, les anomalies costales et tout ce qui vient, des anomalies nerveuses, digestives et génito-urinaires, et bien sûr la cardiomyopathie hypertrophique qui est quand même assez fréquente. On aura souvent une hypertrophie septale, et puis on aura une expression clinique certes qui est faible, mais qui peut aller carrément jusqu'à l'insuffisance cardiaque avec un souffle systolique, un accès de bradycardie ou tachycardie. Puis bien sûr la pathologie pulmonaire qui en découle. Les pathologies hématologiques et la prise en charge, là, dépendra justement du poids fœtal estimé, de l'âge gestationnel. Est-ce que ce diabète est équilibré ou pas? Et est-ce qu'il y a des malformations qui sont là? Donc tout ceci, ça nous permet de stadifier. Est-ce qu'on va transférer ce bébé dans une unité où il y a des soins intensifs ou carrément de la réa, ou juste le garder dans un niveau 1? Donc à la naissance, la présence de pédiatre normalement s'impose. Il faudrait l'alimenter très précocement, ce bébé, dès les 30 minutes de vie. Idéalement, si on peut allaiter, donc l'allaitement maternel serait l'idéal. Et puis une alimentation bien sûr fréquente, toutes les 2 à 3 heures. En évaluant bien sûr la qualité d'adaptation, en recherchant les malformations, en recherchant la macrosomie, en recherchant cet aspect cushinouille typique des bébés de mère diabétique. Et puis, il faut faire attention à notre tachycardie, parce que généralement, on a beaucoup plus la bradycardie, on a les voies inductrices qui sont infiltrées, mais quand ça passe à la tachycardie, c'est un signe de décompensation. Puis, la glycémie, bien sûr, surveillance dextro, pour tous les nouveau-nés, au-delà du 90e percentile et au-dessous du 10e percentile, où dans la mère était sous insuline systématique. Normalement, on devrait la faire avant la 2e tétée, ou alors si on a des signes cliniques qui sont parlants en faveur d'une hypoglycémie. Sinon, par la suite, il y a un suivi de toutes les 3 heures. Et généralement, au bout de 3 chiffres consécutifs normaux, on arrête notre surveillance. Les indications d'hospitalisation, si on a une détresse respiratoire, des malformations, une hypoglycémie sévère. Et bien sûr, là aussi, on aura 3 types. Donc, selon le poids du bébé, son mode d'alimentation et s'il s'alimente ou pas, et sa glycémie avant la 2e tétée, on va pouvoir statuer.
L'alimentation et les vitamines, toujours insister sur l'allaitement maternel à soutenir. Il aurait un effet préventif sur les hypoglycémies. Et bien sûr, au cas où cette maman ne pourrait pas allaiter ou c'est un bébé hypotrophe, il faut proposer l'alimentation artificielle. Donc toujours dans la prise en charge du nouveau-né, bien sûr, la surveillance postnatale clinique et biologique, bien sûr avec la calcémie et tout ce qui suit. Mais pour l'échographie, le plus important, il n'y a pas de consensus pour écho-cœur qui est clair. Il y a certaines recommandations qui ont été élaborées et donc on va proposer une écho-cœur quand on a des signes de détresse respiratoire, accès de cyanose, insuffisance systolique à l'auscultation ou alors accès de bradycardie. Normalement, selon le cas et selon la clinique, on va voir est-ce qu'on va proposer une radio sacrée et rachidienne, voire une écho médulaire. Et chez la mère, il faut savoir que quand c'est une maman qui a présenté normalement un diabète gestationnel, même non connu diabétique type 2, il faudrait proposer au-delà de 3 mois une AGPO parce que ça pourrait faire découvrir un diabète gras chez elle. Chez l'enfant, plus on a un poids de naissance qui est élevé, plus il y a l'obésité maternelle qui se sous-rajoute, plus il y a le risque augmenté de syndrome métabolique. Et puis on a l'excès pondéral dans l'enfance qui va se voir chez la moitié des bébés anciens macrosomes. Donc les complications du diabète maternel sont graves, d'où la nécessité de la programmation de grossesse si c'est un diabète connu. Le suivi rigoureux de grossesse s'impose bien sûr avec la prise en charge du nouveau-né dans des structures bien adaptées. Et merci pour votre attention.